il y a une dernière table ronde avec comme thème la laïcité et surtout ce qu'on essaye de lui faire dire qu'elle n'est pas, avec Valentine Zuber, Christine Lazerge et Jean-Louis Bianco. Je rappelle juste en introduction de tout cela que il y a, au moment où tout s'est accéléré, tout ce climat que nous décrivons, le Club des JS, en avril dernier, 2016, avait publié une tribune, et c'est le thème de ce soir, « L'équilibre est rompu entre liberté et sécurité », où l'on pouvait lire « Pour lutter contre le terrorisme, doit-on renoncer à être nous-mêmes et accepter de vivre dans une société du soupçon ? Doit-on perdre le juste équilibre entre la nécessité d'assurer l'ordre public et le respect des droits et libertés? Certainement pas. Est-ce en renonçant à penser face à la peur pour se jeter dans les bras de mesures de plus en plus répressives? Encore moins. Le gouvernement par la peur, c'est l'autoritarisme doublé de l'impuissance. Les citoyens ne peuvent renoncer à une partie de leurs droits et libertés que temporairement, ce que nous avons déjà dit, mais l'enseignement, c'est la répétition. Valentine Zuber, vous êtes vous-même universitaire, vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études et notamment titulaire de la chaire de religion et relations internationales. Donc, je vais commencer par vous, par comment, au fond, Peggy disait il faut regarder son pays comme si on n'en était pas. Comment vous regardez cette obsession du débat religieux autour de ce mot qui serait une arme contre les religions, pour certains, de la laïcité dans notre pays? À vous. Voire pour d'autres un bouclier. Mais bon, oui, je le ferai du point de vue de l'historienne que je suis, et je voudrais broder sur le thème « La laïcité doit rester la chance des minorités comme elle l'a toujours été ». Et ainsi, je voudrais rappeler que les protestants et les juifs français, qui ont depuis longtemps des affinités électives avec la laïcité républicaine, ont été intégrés dans la société française, ont acquis la pleine citoyenneté après des siècles d'oppression. Donc l'histoire est maintenant bien connue de ce combat pour la reconnaissance de leurs différences religieuses, pour celle de leur égalité citoyenne, et ce depuis la Révolution française jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'État. Lorsque la liberté et l'égalité leur ont été complètement assurées, beaucoup d'entre eux n'ont pas cessé de leur engagement en faveur d'une vision compréhensive et non discriminante de la citoyenneté. Parce que les persécutions pouvaient toujours recommencer, il leur a paru logique et moralement nécessaire de continuer à plaider pour la reconnaissance de l'égale dignité des autres propositions, qu'elles soient des propositions de conviction ou des propositions religieuses présentes sur le sol français, en Outre-mer ou à l'étranger. Ils ont ainsi été majoritairement dreyfusards et républicains sous la Troisième République, tant l'antisémitisme politico-religieux qui se déchaînait alors leur rappelait les jours sombres de la persécution royale et du désert au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes, ou bien la relégation dans les quartiers réservés pour les Juifs, les ghettos des villes et des campagnes. Ils se sont tout autant mobilisés au moment des persécutions raciales contre les Juifs sous le régime vichiste, en incitant certains d'entre eux à recréer, avec les moyens du bord et en assumant la clandestinité, un nouveau désert protecteur des Israélites alors impitoyablement pourchassés. Le scandale de l'extermination des Juifs par les nazis, avec la complicité de l'État français, les ont entraînés à poursuivre sans relâche ce combat en faveur des individus persécutés, de quelque conviction qu'ils se réclament. L'engagement, on en a parlé tout à l'heure, sans concession des autorités religieuses de nombreuses ONG d'origine protestante ou juive lors de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, témoigne de cette préoccupation constante de certains d'entre eux. À la suite de ce combat pour la liberté et l'égalité républicaine, ils ont aussi voulu promouvoir son idéal de fraternité en prônant une laïcité d'ouverture et en réclamant de l'État le respect d'une équité absolue vis-à-vis de toutes les propositions religieuses. En effet, selon eux, seul ce principe politique, appliqué avec justice et discernement, permet un traitement équitable de chacun dans le respect de l'égalité et de la liberté individuelle de tous. Or, vous le savez bien, la laïcité, en envahissant le débat social, politique, médiatique depuis plus d'une trentaine d'années,
s'est trop souvent réduite à ne plus être qu'un slogan exclusif, ignorant, voire méprisant la réalité plurielle, qu'elle soit culturelle, religieuse ou sociale de notre société. Celle-ci est marquée non seulement par la diversification inéluctable des identités, la pluralisation accélérée des valeurs, la sécularisation des mentalités dans le cadre démocratique de l'état de droit, mais aussi par l'aggravation des inégalités. Ces dernières divisent profondément notre société et sont perçues par beaucoup comme créant injustement une société à deux vitesses. Transposant terme à terme la logique du bouc émissaire, juifs avant-guerre, musulmans, roms, réfugiés, demandeurs d'asile aujourd'hui, les discours de type laïco-identitaire, instrumentalisés et racialisés par le politique, de l'extrême droite à une certaine gauche sclérosée, paraissent devoir constituer un véritable dévoiement du principe d'origine libérale qu'est la laïcité. Cette polarisation met en danger la cohésion de l'ensemble de la société et compromet la paix sociale nécessaire. Parce que les individus composant les minorités, les musulmans ou les juifs, les roms, les réfugiés, migrants ou demandeurs d'asile, sont injustement craints, méprisés ou même rejetés, il est urgent de se remettre à protester. Parce que la laïcité a été une chance historique pour les individus composant les minorités religieuses françaises de rester différents tout en accédant à une égale et réelle citoyenneté. Ils se doivent donc de la défendre dans toute son étendue et son intégrité, pour les autres comme pour eux-mêmes. 3 conditions, cependant, doivent être impérativement respectées afin de défendre cette compréhension libérale. Il faut d'abord renoncer à la tentation de la sacraliser outrageusement, parce que c'est un principe, ça n'est pas une valeur. Toute essentialisation outrée risquerait de la transformer en valeur morale, rigidifiée, intolérante, surplombante et surtout opposable à d'autres valeurs qu'elle ne manquerait pas de vouloir disqualifier. Il nous faut donc admettre que la laïcité, et c'est déjà beaucoup, est un simple principe juridico-politique et qu'il est surtout susceptible d'évoluer, comme il l'a fait par le passé. Ces modalités d'application doivent, selon moi, être constamment réadaptées à la réalité du temps présent. Promouvoir la laïcité, donc, résulte en une exigence éthique essentielle pour les citoyens que nous sommes. Elle peut nous permettre de mieux vivre ensemble, bien sûr, en cherchant, par le respect du droit, à aplanir nos différends de la manière à la fois ferme et lucide et éclairée. Cela ne peut se faire que dans l'adoption d'une attitude politique toujours respectueuse des droits humains fondamentaux, ceux-ci étant essentiellement basés sur notre irréductible égalité, en dépit de la diversité de nos modes de vie et de pensée. La laïcité, principe, exigence, nous devons nous en inspirer, mais nous devons aussi la renouveler. Ce défi ne peut cependant être relevé que dans une vision et une action prenant résolument en considération l'égale dignité de tous les individus. Non monument intangible et sacré, mais esprit laïque qui doit continuer de nous guider pour la préservation et la diffusion de nos valeurs démocratiques et évidemment républicaines, dans un souci renouvelé d'écoute et d'ouverture aux autres, nos citoyens, mais aussi nos frères, nos sœurs. Merci Valentine Zuber. Merci de rappeler ce qu'hélas, ni les politiques ni les journalistes ne rappellent pas suffisamment, c'est que cette loi de 1905, brandie par certains comme une sorte de totem, est appelée loi de séparation des églises et de l'État, et que l'événement qu'elle a créé, pas à n'importe quel moment, nous sommes qu'en 1905, il y a des campagnes dénonçant les États confédérés de l'extrême droite, qui désignent dans ces 4 États confédérés, il y a les métèques, les étrangers, il y a les francs-maçons, mais il y a les juifs et les protestants. Et donc cette loi, qu'est-ce qu'elle affirme? Elle affirme, en oubliant, hélas, l'islam et les musulmans pour cause de colonialisme, d'aveuglement colonial, elle affirme que les 2 croyances minoritaires eh bien, ont les mêmes droits que la croyance majoritaire. Elle met du pluriel, elle met un S, elle met de la diversité, elle met du nous au pluriel, justement, au lieu de mettre un grand un. Christine Lazerge, il y a 5 ans, quand nous étions ici, vous étiez la présidente du club DJS. Nous vous devons une fière chandelle
parce que vous avez été la présidente d'autre chose pendant 5 ans, la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et l'on pourra relire, même si ce fut déjà une arme au quotidien pour tous les militants des libertés, on pourra relire tous les textes que vous avez fait aboutir de façon unanime. Je rappelle que la CNCDH, c'est plus d'une quarantaine, 64. Voilà, j'inversais le 4 et le 6, donc c'est 64 organisations, associations montrant la diversité de la société civile, et vous avez su à chaque fois, marquer des principes, et l'on pourra s'appuyer là-dessus. C'est un acte pour le futur, donc je voulais vous le dire, car c'est aussi, on a dit, que peut-on faire contre la volonté d'un homme? Que peut-on faire contre la volonté d'une femme? C'est à vous. Je voudrais dire d'abord qu'à la CNCDH, puisque Edoui, vous l'avez évoqué, il y a ce mélange assez exceptionnel d'associations, d'ONG, de syndicats et de personnalités dites qualifiées de toutes sortes. Par exemple, Valentine Zuber, Geneviève Jacques et moi, ici, par exemple, et d'autres dans la salle. Non, mais ce soir, là, à l'instant, nous parlons de laïcité. Je croyais d'ailleurs que Jean-Louis Bianco allait intervenir d'abord, mais puisque j'interviens, c'est pour dire principalement un peu la même chose que Valentine Zuber, c'est que la laïcité n'est en rien une religion. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Il n'y a pas une église laïciste comme il y a une église protestante ou une église catholique. La laïcité, c'est un principe de liberté. Alors, ce n'est pas une religion, c'est un principe de liberté. Et quelle liberté? La liberté de conscience, qui doit être respectée. Et c'est donc quelque chose de très fort, et c'est important pour une institution de la République comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme de dire comment la laïcité est rattachée aux droits de l'homme. Et le rattachement est, au fond, évident puisque la liberté de conscience est une des libertés fondamentales qui est déjà protégée par l'article 10 de la Déclaration de 1789, et qui dit ceci en 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » C'est un texte très fort. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses. Et donc, ce principe de liberté de conscience est vraiment un principe capital. Et je dirais quelques mots tout à l'heure des discriminations qui, s'il est mal compris, et il est beaucoup trop souvent mal compris, conduit à de multiples discriminations. Le principe de laïcité, il se décline en 3 piliers. La liberté de conscience, le pluralisme religieux. Il implique que l'on soit respectueux du pluralisme religieux, et la neutralité de l'État. Parce que s'il n'y a pas neutralité de l'État, le principe de laïcité peut très difficilement être appliqué. Alors, dans un pays comme la France, par exemple, il ne peut pas y avoir de religion d'État. Et c'est bien l'un des effets majeurs de la loi de 1905 qui rend impossible d'établir comme religion une d'entre elles qui serait religion d'État. Et d'ailleurs, la loi de 1905 dit les choses de façon fantastique, parce que très claire et de façon très courte. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, donc elle s'en occupe. Et c'est pour ça qu'il y a une direction des cultes au ministère de l'Intérieur. Elle garantit le libre exercice des cultes, mais elle n'en salarie aucun. Et elle n'en subventionne aucun. Énormément de sagesse dans ce texte de 1905, énormément de sagesse. Il ne prononce pas le mot de laïcité, mais il dit tout de la laïcité. Et dans des textes plus récents,
des textes fondamentaux de défense des droits et libertés. Par exemple, dans l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, on reprend, je voudrais vous le lire. Alors, il va falloir que je mette mes lunettes pour vous le lire. Mais attendez, je le cherche dans mes petits papiers, parce que je voudrais pouvoir vous le lire. Il me paraît suffisamment important pour en faire état ici ce soir. La liberté, dit l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. Lorsque a été créé l'Observatoire de la laïcité, la CNCDH a été touchée, ou en tout cas intéressée, par une lettre que j'ai reçue de Jean-Louis Bianco. Nous demandons, son observatoire existait depuis quelques jours, nous demandons d'écrire un avis ou de réfléchir et de rendre un avis sur la question de la laïcité. Et nous avons beaucoup travaillé, plusieurs mois. Je suis ensuite allée le présenter à l'Observatoire de la laïcité. Et les premiers travaux de l'Observatoire de la laïcité sont parfaitement en adéquation avec les réflexions de la CNCDH. C'est dire que dans ce pays, cette instance majeure qu'est l'Observatoire de la laïcité et la nôtre, qui est beaucoup plus généraliste, sont entièrement d'accord sur le fait que la laïcité est un instrument de paix et ne doit jamais, alors on dit un instrument qui aide au mieux vivre, mais ne doit jamais être un instrument de guerre. Or, nous constatons aujourd'hui que chez beaucoup, la laïcité est comprise comme devant être une précaution contre l'envahissement ou une précaution pour rejeter les différences, ne serait-ce que les différences d'habillement dans l'espace public. Et là arrive le lien entre laïcité et discrimination. Et si la laïcité n'est pas respectée, et parfaitement respectée, évidemment, les discriminations et des discriminations cumulées, femmes, noires, musulmanes, on appelle ça l'interconnexialité entre un certain nombre de cumuls de handicaps, entre guillemets, ou de discriminations, font que, tout d'un coup, la façon de s'habiller, l'accès à l'emploi et d'autres choses encore deviennent extrêmement difficiles dans une même société, la société française. Aristide, brillant sur l'habillement, a eu une formule formidable pendant les débats parlementaires sur la loi de 1905 que Le Monde a repris il y a quelques semaines et qui est celle-ci. Chaque citoyen peut porter une soutane dans l'espace public, même les prêtres. Et à ce propos, je voudrais conclure en disant deux mots du communiqué que la CNCDH a rendu à propos du burkini, de cette ridicule affaire qui nous a occupé 2 mois, après 3 mois d'échéance de nationalité. Nous avons eu droit à 2 mois de burkini. Entre-temps, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ça fait beaucoup de mois perdus pour réfléchir aux questions les plus majeures de la société. Je vous lis quelques lignes de notre avis sur le burkini. Cette polarisation autour d'un vêtement de plage témoigne surtout d'un glissement du débat politique vers des questions identitaires. Ce glissement n'est pas exempt de conjectures électoralistes. Il est susceptible de faire le lit de tous les extrémismes. Et nous tenons à rappeler dans ce communiqué que le principe de laïcité, j'en terminerai par là, est un principe constitutionnel, je le redis, de liberté, qui implique neutralité de l'État, des services publics et des collectivités territoriales, mais qui garantit aux citoyens, au mieux, sa liberté, leur liberté de conscience. Mais Jean-Louis Bianco, depuis quelques années, travaille tellement là-dessus que
Merci Christine. Si finalement j'ai voulu qu'on termine par Jean-Louis Bianco, c'est pour que quand même nous abordions, j'avais dit on ne va pas se lamenter, mais que nous abordions, peut-être s'il ne se dérobe pas à mon interpellation, le point délicat. Pourquoi ? Parce que Jean-Louis Bianco, c'est l'Observatoire de la laïcité, et en même temps, Jean-Louis Bianco a cumulé ça avec des fonctions de conseiller spécial d'un membre du gouvernement, et Jean-Louis Bianco a une longue expérience au cœur de l'appareil d'État. Il a été secrétaire général de l'Élysée, chacun le sait, sous la présidence de François Mitterrand. Je dis ça parce que tout ce que nous avons évoqué ici, et vous-même, face à un délégué interministériel aux discriminations, avez dû vous battre, y compris face à un Premier ministre, vous avez dû vous battre. Et donc, nous témoignons aussi de batailles qui ont eu lieu au cœur d'un dispositif qui est né de nos voix, qui est né de nos votes, qui est né, encore une fois, pour terminer la boucle, de cette réunion d'il y a 5 ans où un candidat est venu présenter ses propositions pour la justice. Donc j'aimerais aussi avoir votre regard. La société, nous tous, là où nous sommes, là où nous travaillons, nous devons faire ce que nous devons faire, mais en même temps, nous devons regarder aussi les batailles que nous avons perdues, les régressions qui ont eu lieu, et essayer de comprendre pourquoi. Et essayer de comprendre pourquoi les rapports de force ont été insuffisants, pourquoi tous les rapports de la SNCDH, ils sont là, comme je l'ai dit, ce sont des instruments, mais ils n'ont pas empêché toutes sortes de lois, toutes sortes de dispositions que nous connaissons et que nous critiquons. Donc, j'avais voulu que vous ajoutiez à votre réponse sur le thème de la laïcité un peu ce regard-là en conclusion. Merci beaucoup, Edwy. Merci de votre invitation. Je vais m'inscrire, ça ne vous surprendra pas, en prolongement de ce que l'une et l'autre vous avez dit. Et je vais répondre à l'interpellation d'Edwy Plenel. Un mot sur l'histoire qu'évoquaient à la fois Valentine Zuber et Christine Lazerge à propos de la loi de 1905. Chacun sait bien qu'il y a eu un combat, d'abord pour la faire passer, contre un certain nombre de forces conservatrices réactionnaires, identifiées à une partie de l'Église catholique en particulier, mais pas seulement. Et chacun sait bien qu'il y a eu 2 conceptions de la laïcité qui se sont affrontées. L'une qui était anticléricale, voire anti-religieuse, incarnée par Émile Combes en particulier, mais aussi Maurice Allard, député du Var, et l'autre qui l'a emportée, celle d'Aristide Briand, soutenue par Jaurès et par d'autres, qui l'a emportée pour une laïcité qui visait à l'apaisement. Mais dans ces débats, déjà à l'époque, on se posait des questions qui, vous allez le voir, ne sont pas si éloignées des questions que certains se posent aujourd'hui. Je veux dire par là, les débats sont d'ailleurs passionnants, avec une qualité de débat parlementaire et de travail parlementaire qui est remarquable. Donc, un député du Rhône, je crois, Chabert, interpelle Aristide Briand, le rapporteur de la loi, et lui dit, faussement naïf, « Monsieur le rapporteur, il y a quelque chose, c'est sûrement un oubli. Vous avez oublié de dire, ça rejoint la citation de Christine Lazerge, qu'il fallait évidemment interdire la soutane des curés. » Et Aristide Briand a cette réponse qui complète celle que Christine disait tout à l'heure. « N'ayez aucun doute, monsieur le député, si vous veniez à interdire la soutane des curés, n'ayez pas de doute que l'imagination combinée des tailleurs et des curés trouverait une autre manière de se faire reconnaître. » Et il ajoutait, « Nous n'allons quand même pas nous donner le ridicule de contrôler les tenues en public. » C'est pas le foulard, c'est pas le burkini, mais ça amène à réfléchir. Un mot maintenant sur ce qu'est la laïcité, et là je serai bref parce que ça a été très bien dit avant moi. D'abord, je voudrais dire ce que nous disons à l'Observatoire, ce que je dis jour après jour, depuis des mois et des années, qui parfois surprend parce qu'il y a beaucoup de confusion, souvent volontairement entretenue dans les débats sur la laïcité. Il y a une manipulation de la laïcité qui devient simplement une arme anti-musulman, anti-arabe, anti-émigré, à l'extrême droite, mais pas que. Mais je dis souvent, il n'y a qu'une seule laïcité. Et j'explique. Il y a une laïcité qui est le produit de notre histoire, qu'il faut connaître, produit de combat. Et il y a une laïcité qui est celle de l'état de droit.
Notre travail à l'Observatoire, à nous, c'est de dire et répéter qu'il y a une seule laïcité et d'en donner une définition aussi simple et aussi claire que possible. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas mettre des adjectifs à la laïcité, car on cherche à la tirer de combat, d'ouverture, de fermeture, positive, négative. Non, la laïcité, tout court. Et cette laïcité, Christine l'a très bien dit, il faut le répéter, le répéter, le répéter, c'est d'abord une liberté. Et c'est, même si le mot laïcité n'existait pas au moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est cet article 10 que Christine vous a lu, qui est fondateur de cette liberté. Et fondateur aussi d'autres libertés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a des proximités très grandes, je parle ici devant d'éminents juristes, dans le régime juridique qui est celui de la liberté de conscience, mais celui aussi des autres libertés. Et c'est pourquoi tout se tient. Et je terminerai là-dessus. Les tentatives qui sont présentes aujourd'hui, qui seront présentes demain, de changer la laïcité, de déformer la laïcité, sont en fait des tentatives qui visent à réduire nos libertés. Et l'enjeu dépasse même la laïcité. Donc la laïcité, c'est d'abord une liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer sa religion et de manifester ses convictions, même religieuses. Christine vous l'a rappelé, dans l'espace public. C'est donc pas une affaire strictement privée ou strictement concernant les lieux de culte. La laïcité, là aussi, cela a été dit, je le répète, c'est un principe, pour moi un principe politique, qui se traduit en règles juridiques, mais ça n'est pas une valeur. Ce principe politique, qui se traduit en principe juridique, il a un premier pilier qui est la liberté, il a un deuxième pilier qui en fait est l'égalité, à travers la séparation des églises et de l'État, donc la neutralité absolue de l'État, des collectivités locales, du service public, neutralité de ces institutions, des agents qui les représentent, pas neutralité des usagers du service public, qui ont là aussi la liberté évoquée notamment par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est source d'égalité parce que cette neutralité nous garantit que nous serons, nous, citoyens, usagers, traités à égalité. Et puis le troisième pilier de la laïcité, finalement, on retrouve la fraternité. Pourquoi ? Parce que nous sommes évidemment différents, de couleur de peau, de conviction, d'origine, de centre d'intérêt, de sentiments d'appartenance divers tenant à notre histoire. Et ces différences sont évidemment une source de richesse. Mais elles doivent être rassemblées dans quelque chose qui les dépasse, qui est que nous sommes toutes et tous, avec nos différences, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Je crois que la laïcité, ça n'est pas beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire avec ces trois piliers, qui sont finalement les trois piliers de la devise républicaine. Alors, si on en parle avec tant de flamme, avec tant de passion, si ça occupe le débat public, c'est qu'en fait, quand on parle de laïcité, on parle aussi d'autre chose. On parle d'autre chose et on parle de l'islam, évidemment. L'histoire du Burkini est tout à fait révélatrice. J'ajoute que le traitement qui a été infligé au nom de la laïcité, le débat qui a eu lieu au nom de la laïcité, ça n'a évidemment rien à voir avec la laïcité, est une arme formidable de propagande pour Daesh, est aussi une arme qui conduit un certain nombre de musulmans, de compatriotes musulmans dans ce pays à se sentir sans arrêt stigmatisés et discriminés. J'ai évoqué dans une intervention, je crois que c'était sur une radio, les gendarmes de Saint-Tropez, le maréchal des logis chef Cruchot, avec des jumelles, traquant les seins nus. Et là maintenant, et je ne l'ai pas inventé, vous avez un Zodiac dans lequel il y a des policiers municipaux qui, toujours avec la jumelle de Cruchot, regardent si dans l'eau ne se dissimulerait pas un burkini. On est non seulement ridicule, on est la risée du monde entier, mais en plus, on sert la propagande contre la République. En réalité, on parle de l'islam avec l'idée que l'islam serait incompatible avec la République ou la laïcité. Les débats, ce que je ne pense pas du tout, les débats sont nombreux à ce sujet. J'ai même un jour entendu un évêque, qui n'est sans doute pas représentatif de l'ensemble des évêques, dire on a pu... Moi, je ne me pose pas de questions pour l'islam. En tout cas, pour les Français musulmans de confession, de culture musulmane qui vivent en France. Par contre, avec l'Église catholique, pendant longtemps, et peut-être même encore aujourd'hui, on pourrait se poser quelques questions. Mais la question n'est pas là. La question est l'application de l'état de droit et de la loi à toutes les convictions et à toutes les religions. Il n'y a pas besoin de faire une loi spéciale. Et les critères, pour moi, c'est le comportement de nos concitoyens, quelles que soient leurs convictions, religieuses ou pas. Et en particulier, puisqu'on parle d'islam, de nos compatriotes, de filiation, de culture ou de confession musulmane. Or, à l'évidence, chacun le sait, chacun le voit, ils pratiquent leur religion de manière tout à fait normale, sans porter atteinte aux lois de la République. Et ils le manifestent de plus en plus dans l'espace public, et c'est important. Il y a un texte
qu'en général tout le monde ignore, qui s'appelle le Manifeste citoyen des musulmans de France, qui a été adopté après les attentats. On en parle 50 fois moins, 100 fois moins que du Burkini, ou plus récemment des crèches de la Nativité, des crèches de Noël. Alors ce manifeste, Bernard Cazeneuve, qui est en général pas adepte des mots d'un lyrisme excessif, l'a qualifié de véritable déclaration d'amour à la République. C'est un texte d'une force et d'une netteté absolue. Pourquoi parle-t-on si peu du Manifeste citoyen des musulmans de France et tant du salafisme? Il faut s'interroger là-dessus, et on voit bien qu'il y a une instrumentalisation sur cette question de l'islam. Et puis la deuxième question qui se cache sous la question de la laïcité, c'est naturellement celle de l'identité. Ça a été évoqué. Je crois que qu'est-ce que c'est que la France? Ça se pose bien au-delà de la question des religions. Au XXIe siècle, dans une économie globalisée, dominée par la finance spéculative, avec l'Europe, dont on sait pour le moins les graves insuffisances. Et qu'est-ce que c'est que la France, qui est diverse? Qu'est-ce qui nous rassemble? Et ce qui nous rassemble, à l'évidence, c'est une histoire, à condition qu'elle soit assumée et partagée, qui ne se borne pas au nord, mais qui s'élargisse au sud. Un de nos membres, Daniel Maximin, qui était un ami d'Aimé Césaire, dit souvent que c'est grâce à la diversité de ces outre-mer que la France peut encore avoir quelques raisons, parfois, de parler au nom de l'universel. C'est évidemment une langue, c'est évidemment un vouloir vivre ensemble, c'est évidemment la République. Mais ça n'est pas que cela. Ça n'est pas un héritage. Ça n'est pas une identité figée qui voudrait faire de nous, dans ce fantasme, tous des Gaulois, blonds, masculins, catholiques, enfin chrétiens. Cette identité mythique qui n'a jamais existé. Pour moi, l'identité de la France, c'est aussi un projet. Et il y a plusieurs manières de voir ce projet. Il y a une manière de gauche et une manière de droite, ou des manières de gauche et des manières de droite. Ce qu'on a entendu au cours de la table ronde précédente voulait dire un projet pour la France, un projet de solidarité, un projet d'humanité. Et quand on parle de l'identité de la France, pour moi, on doit parler aussi de cela. Et puis, il y a une troisième question qui est sous-jacente, qui est la question sociale. C'est très joli de parler de liberté, d'égalité, de fraternité, de liberté de culte, etc. Mais allez dire cela aux jeunes des banlieues. Il y a eu 30 ans de politique de la ville qui n'ont pas été inutiles. Il y a des gens qui font un travail formidable, des élus, des services publics, des associations. Mais on est dans une société profondément discriminatoire et profondément frappée par de graves ségrégations. Et je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais mon devoir est de le dire, que si nous n'avons pas une approche radicalement différente pour lutter contre la ségrégation dans l'école, dans l'habitat, dans l'urbanisme, alors nous ne résoudrons pas ces questions-là, et ça pèsera toujours sur la laïcité. Jaurès disait, la République doit être laïque et sociale, elle restera laïque si elle sait rester sociale. Et puis, j'en viens, et je terminerai là-dessus, en répondant à l'interrogation que me faisait Edoui Plenel. Il n'y a qu'une laïcité, mais il y en a qui voudraient la changer. Et sur les bureaux des assemblées, comme on dit, Assemblée nationale ou Sénat, toutes, mesdames et messieurs, toutes les propositions de loi qui viennent de la droite ou parfois de la gauche ont toutes le même objet, restreindre les libertés, ont toutes le même objet, en fait, le voile, sur lequel il y a une espèce d'hystérisation du débat en France. Ces propositions visent à interdire les signes religieux, le voile, à l'université, pour les usagers des services publics, pour les parents accompagnateurs des sorties scolaires et même dans la rue. Ce sont des menaces terribles pour nos libertés, car ce qu'on dit là, dans ces propositions de loi, on peut le dire demain pour d'autres formes de liberté. C'est pour ça que le combat pour la laïcité, telle qu'elle est, le produit de notre droit et de notre histoire, est aussi un combat pour les libertés. Et c'est ce combat-là que je mène, y compris contre des gens qui sont supposés appartenir au même camp que moi. Nous ne sommes pas là-dessus dans le même camp. Merci à vous tous d'avoir écouté tout cela. Merci à la qualité des intervenantes et des intervenants. Merci à DJS d'avoir organisé cette soirée. Nous ne sommes pas dans le même camp, avez-vous dit de certains. Il faut mener des batailles. Et il faut mener des batailles, au fond, ce qu'incarne DJS sur ce terrain historique de tous les combats de la gauche, celui de l'extension des droits et des libertés, celui des conquêtes des droits nouveaux.
celui au fond d'une réalité, d'une vitalité de la démocratie, c'est qu'on mène ces combats toujours parce qu'il faut les mener et sans chercher de garantie, sans chercher d'assurance. Parce que ceux qui ont conquis les droits dont nous profitons, ils n'ont pas demandé avant de mener ces batailles, est-ce que je serai ministre? Est-ce que j'aurai une circonscription électorale? Est-ce que j'aurai une place de pouvoir? Ils les ont menés parce qu'il fallait les mener. Et si, pour certains, ils n'ont pas vu ces victoires de leur vivant, au bout du compte, c'est cela qui s'est passé. Je prends souvent un exemple pour cela. Il y a évidemment toute la conquête des droits ouvriers, tout simplement que les ouvriers ne soient pas représentés par d'autres, qu'ils aient des droits sociaux eux-mêmes, et ce sont tous les combats du XIXe siècle. Mais je prends évidemment les combats des femmes, quelle longue durée pour conquérir ces droits, pour assumer d'être construits en minorité politique, parce que même si les femmes sont la moitié de l'humanité, au fond, cette domination masculine est une façon en permanence de construire une situation minoritaire. Les minorités ne sont pas que des quantités, les minorités sont des constructions. Et donc, dans ce moment-là, et je crois que c'est ce qu'on a voulu faire avec DJS ce soir, puisque nous sommes dans une période où il y a, Jean-Louis Bianco y faisait allusion, des égarés. Nous sommes dans des temps de transition, dans des temps incertains, où beaucoup perdent des repères. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de raccourci. Il faut tenir bon sur ces principes, en faire la pédagogie, comme ça a été fait ce soir. Et c'est comme ça qu'on sauvera des trouées dans des ciels plombés, parce que nous savons bien que les temps sont difficiles, que les temps sont risqués, que les temps peuvent déraper. J'ai fait des allusions à la situation nouvelle que crée l'élection de M. Trump aux États-Unis, et nous pourrions citer d'autres configurations géopolitiques. Ce qui se passe dans notre pays se passe dans un moment qui est un moment très instable, et les 5 années accumulées aux 5 précédentes années, donc la décennie que nous venons venir, et on pourrait y ajouter les 5 autres années, les 15 ans que nous venons vivre, ne nous ont pas bien préparés au niveau politique, au niveau institutionnel, à affronter ces temps troublés. Cela dépendra beaucoup de nous, de comment la société va se comporter, que nous pourrons face. Et dans ce moment-là, pourrons faire face. Je voudrais juste vous lancer cela, je le fais comme un gimmick, comme un refrain. C'est un texte qu'a exhumé l'historien Patrick Boucheron, un texte que nous devrions tous connaître, puisqu'il est dans un livre dont on parle beaucoup à l'école, moins maintenant peut-être, ce sont Les Misérables de Victor Hugo. Et c'est quand Victor Hugo décrit Gavroche, le Titi des rues parisiens, que j'imagine souvent en crieur de journal, qui vient gagner quelques sous en venant vendre le dernier journal. Et parlant de Gavroche, à ce moment-là, Victor Hugo écrit ceci. Victor Hugo, l'homme qui dira non au pouvoir personnel, et ce n'est pas un hasard si je le cite pour terminer, écrit ceci qui est une sorte de vade-mecum pour nous tous aujourd'hui. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Voilà. Eh bien, merci à DJS d'avoir montré cette voie ce soir.